Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors, nous avons déjà réalisé un épisode consacré au Red Team il y a quelques années, mais comme les choses évoluent, nous avons décidé de refaire un épisode à ce sujet, avec deux invités, Geoffrey Tcherney. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Et François Goichon. Bonjour François. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Geoffrey, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, Geoffrey Tcherney. Je travaille pour une société américaine qui se nomme Medallia et je lead les opérations Red Team et j'opère aussi les opérations Red Team pour eux depuis plus de 3 ans maintenant. Et avant ça, j'ai été dans différentes sociétés en France où je faisais du pentest et de la Red Team également. François ? Oui, alors moi, jusqu'à il y a 2 mois, j'étais un lead technique dans la Red Team de Google. Et avant ça, je faisais aussi ça, mais pour la boîte de sécurité anglaise Context. Alors, Vladimir, quand on parle de Red Team, on parle de quoi ? Alors, on parle d'une opération un peu particulière, souvent que l'on compare ou oppose aux tests d'intrusion, mais il y a de grosses différences dans le sens où une Red Team, déjà, il n'y a pas de limite de périmètre. La plupart du temps. Là où sur un test d'intrusion, on va vraiment limiter le périmètre, alors que sur une Red Team, on peut s'attaquer quasiment à tout. Et d'ailleurs, la cartographie, c'est super important dans la Red Team. Il y a aussi le fait que souvent, c'est très scénarisé. Sur un pentest, on est là pour évaluer le niveau de sécurité de quelque chose, et voilà. Sur une Red Team, là, le but, c'est pas d'être exhaustif et de vérifier la sécurité, c'est de rentrer, d'aller vers une cible, et souvent, c'est pour évaluer soit par exemple un SOC, donc les défenseurs, soit pour faire une démonstration, des choses comme ça, mais il y a vraiment un but très précis et scénarisé, et le scénario, souvent, il est vraiment adapté soit au niveau de sécurité de la cible, soit aux menaces du moment. Alors, je ne suis pas d'accord, puisqu'il existe du goal-driven pentest, où on te dit, en gros, vous faites un pentest, mais votre objectif, c'est d'accéder à telle base de données. Après, effectivement, les moyens, le périmètre est peut-être plus contraint en pentest, où on te dit, bon, vous êtes en interne, ou vous avez le droit d'attaquer que telle adresse IP, ou vous devez passer par tel site web. Mais par contre, le pentest, enfin le test d'intrusion dirigé par les objectifs, ça existe. Tu as aussi une différence qui est la dimension temps. Bon, en général, sur un test d'intrusion, tu es sur quelques jours, voire quelques semaines, alors que sur une Red Team, ça peut courir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Geoffrey, François, vous souhaiteriez apporter un complément ? Oui, je peux. Oui, là, il y a quand même une dimension assez importante de la Red Team qui est en réalité l'opposition avec la Blue Team. Donc ça fait rentrer tout ce qui est volonté de ne pas se faire détecter, volonté de faire en sorte qu'on ne puisse pas retrouver vos traces si on vous détecte à un moment, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas en pentest en général, par exemple. C'est vrai que la discrétion en pentest, tu t'en fous. Laisser des traces, des logs, finalement, c'est pas le problème parce que t'es pas là pour être discret. Alors que sur une Red Team, ton objectif, c'est vraiment d'être ultra discret, de pas te faire repérer, sinon tu fous en l'air toute l'opération. Ouais, l'idée c'est vraiment de simuler un attaquant, et de prendre toutes les précautions possibles et inimaginables pour vraiment ne pas se faire attraper, détecter ou remonter jusqu'à qui a vraiment orchestré cette attaque. Donc lorsqu'on est Red Team, on est considéré comme un attaquant lambda, on n'est pas considéré comme quelqu'un de l'entité. Donc il y a souvent cette opposition avec la Blue Team, comme l'a dit François, parce que voilà, ils sont pas censés être informés de notre attaque, de notre projet, et donc voilà, on fait tout pour rester le plus silencieux sur le réseau. Mais par contre, comme tu es autorisé à mener cette opération, tu peux te permettre de payer avec ta carte bleue des machines virtuelles, des choses comme ça. T'es pas obligé d'aller chercher de l'hébergement bulletproof payé en bitcoin ou je sais pas quoi. T'es pas obligé non plus d'aller sur un peu la démesure de l'anonymisation. Tout dépend qui tu mets en... Parce qu'en fait, la Red Team,
Ok, on peut l'avoir que d'un aspect purement technique avec l'IT qui va être ciblé ou un service IT. Mais si tu entres dans des aspects légaux et compagnie, tu vas aussi vouloir être challenger cette partie d'investigation. Donc dans ces cas-là, tu feras tout pour être anonyme et tu peux te permettre d'utiliser justement des choses très subtiles et après tout dépend jusqu'à quel niveau tu pousses ta campagne de Red Team. Alors pour revenir au fait qu'on avait fait un épisode il y a 4 ans sur le sujet, qu'est-ce qui a changé selon vous en 4 ans sur cet aspect Red Team? Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé de mon point de vue. À l'époque, on découvrait tous, je pense, comment ça marchait. Tout ce qu'on faisait était plus basique. Et surtout, c'était pas vraiment dirigé. C'est-à-dire que on voulait rentrer, on se donnait tous les moyens, on se posait pas de questions si en fait c'était vraiment comme ça que les attaquants feraient. Le meilleur exemple, je pense qu'à l'époque, on disait tout le temps, il faut que le périmètre soit complètement ouvert. Donc, par exemple, on peut se permettre les attaques physiques. Donc, on lançait une macro d'abord et ensuite, si ça marchait pas, on allait faire une attaque physique. Ce qui a aucun sens parce que la macro, c'est quelque chose qui est un risque très faible et ça peut marcher, alors que l'attaque physique, au contraire, c'est un risque énorme sans savoir ce qu'on va avoir. Et donc, on se retrouve sur des profils d'attaquants qui sont complètement dissymétriques et qui n'ont pas de sens. Donc ça, c'est des choses qu'on a changé, par exemple. Donc on essaie de coller à des profils plus spécifiques. Donc ça a aussi emmené, on va dire, plus de standards comme Seabest, Crest Star et d'autres choses pour essayer de normaliser l'industrie. Autre chose. C'est-à-dire quels sont ces standards? C'est typiquement les certifications que les clients vont demander des différents prestataires pour être sûr qu'en fait on a affaire à une Red Team, on va dire, qui utilise les bons TTP. On va leur demander aussi dans les rapports de justifier vis-à-vis du framework attaque, par exemple, le type d'attaque qu'ils utilisent pour être sûr que c'est pas juste des gens qui en fait font un peu ça dans leur coin, quoi, qu'il y a une vraie démarche liée aux vraies attaques. Au-delà de ces parties TTP et tout, je pense qu'il y a aussi une dimension de nos infrastructures qui ont changé. On utilise de plus en plus les infrastructures SaaS ou IaaS et cette dimension-là, en fait qu'il a fallu aussi adapter les opérations de Red Team pour pouvoir targeter ce type de service. Oui, en clair, la Red Team avant, c'était t'envoyer un PowerShell Empire zippé, caché dans une macro, et tu récupérais admin de domaine, et après tu considérais que tu avais gagné. Alors qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver dans des environnements où tout le monde est sous Mac, et il n'y a même plus d'Active Directory, ou alors c'est de l'AD online, c'est de l'Azure AD, et du coup ça fait plus de sens, il n'y a plus du tout les mêmes contextes, les mêmes outils et les mêmes environnements. Ouais, tout n'est plus totalement interconnecté ou relié à un espèce de... Alors ce que je dis c'est à moitié faux, mais un espèce de référentiel unique des identités, même si avec le SSO c'est pas tout à fait vrai, mais t'as plus cette notion de effectivement tout Microsoft, tout Active Directory, sauf éventuellement sur un environnement Azure où là finalement tu reviens à de l'Active Directory un peu déguisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les développeurs qui peuvent utiliser du GitHub, du Slack, plein de choses comme ça, t'en reviens à SI qui est complètement éclaté en SaaS et tu dois utiliser de nouvelles techniques et ruses. Même si tu utilises l'offre Azure, jamais tu pourras lancer un Mimikat sur le contrôleur de domaine pour dumper un local à la base. Non, mais tu as d'autres outils, d'autres techniques. Tu as beaucoup de choses en PowerShell qui te permettent d'attaquer de l'Office 365 et de l'Azure. Alors, quels sont les outils justement qu'on utilise aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 4 ans? Alors moi, j'aimerais juste refaire un petit bémol parce qu'en fait on parle de Red Team, mais en fait ces opérations de Red Team où on envoyait des fichiers malveillants pour prendre la main sur les postes de travail des employés, je dirais c'est vieux comme le pentest quoi. En 2000, dans les années 2000, quand j'ai commencé ma carrière chez CF6, mes collègues avaient développé on nommait ça test Trojan. En fait on envoyait un fichier malveillant par email, il double-cliquait dessus, on exécutait du code et on avait un moyen de contrôle, un CNC et tout ce qui se fait maintenant et tout
tout ce qu'on catégorise comme Red Team. Donc ce genre de choses, ça a toujours existé. Donc bon, après il y a toujours ce buzzword derrière Red Team, mais ouais, voilà, je pense que voilà, faut I love you.vbs, je veux dire, les pièces malveillantes, ça existe depuis les années 90. Donc est-ce qu'on doit qualifier la Red Team comme quelque chose qui s'arrête juste à prendre la main d'un poste de travail et aller plus loin dans le réseau interne? Je pense pas. Je pense qu'on doit vraiment aller chercher des données comme un attaquant, donc aller découvrir le réseau, savoir ce qu'on veut chercher, et c'est là peut-être la différence entre envoyer un fichier malveillant, poutrer l'AD et dire c'est bon, je suis admin de DOM, maintenant la mission elle est terminée. La Red Team, elle va pas du tout se concentrer sur potentiellement targeter l'AD, elle va aller chercher la donnée qu'elle a été commanditée pour aller chercher. Donc comme ce qu'on peut voir comme un attaquant et comme dans une kill chain APT où les gens ils vont récupérer la donnée qui leur intéresse, quoi. Surtout, c'est toi qui le disais juste avant, c'est qu'avec le SaaS et IaaS, tu peux tomber sur des entreprises qui n'ont plus de système d'information comme on l'entendait il y a quelques années. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, il y en a qui ont des postes Linux, des Windows, des Mac, il n'y a pas d'Active Directory, il n'y a pas de SI interne, ils auront 3 pauvres switches et une Livebox, et tout est sur des outils externalisés en SaaS. Oui, alors moi j'en fais partie. En fait, on utilise énormément d'applications SaaS, et typiquement une attaque que j'ai pu monter l'an dernier, c'est... au lieu d'envoyer un phishing avec une pièce malveillante, j'ai demandé, en fait, j'ai fiché le SSO de notre entreprise, et au travers de ce phishing, derrière le SSO, j'ai pu accéder à de nombreuses applications qu'on utilise. Et donc typiquement un scénario d'attaque était de pouvoir avoir une persistance sur nos infras comme GitHub, et donc backdoorer dès que la personne m'avait donné ses credentials et avait une session SSO, automatiser le fait que j'allais automatiquement ajouter une clé SSH dans le profil GitHub de la personne, et en parallèle aller sur son email et supprimer la notification qui disait qu'il y avait une clé SSH qu'il avait ajoutée sur son profil GitHub. Donc ça, c'est des attaques je dirais un peu nouvelles par rapport à ce qu'on peut faire dans la Red Team. C'est, au lieu de targeter le poste de travail directement de l'utilisateur, et on va targeter l'infrastructure et avoir une persistance au sein de l'infrastructure. Et il y avait un deuxième facteur sur l'environnement SSO? De quel genre, le DM factor? Oui, multifactor authentication. Oui, on a user and password plus push notification ou token, mais tout ce type de service peut être malheureusement bypassé. Le seul moyen maintenant où tu peux vraiment te prémunir, c'est d'avoir UDF ou WebAuth avec une YubiKey par exemple. Ça peut YubiKey, ça peut éviter ce genre d'attaque. Mais sinon, avec un simple SMS ou token ou QoS, ça tu peux le contourner en demandant à l'utilisateur de le saisir. Mais là, ce que tu décris aussi, c'est un changement dans la cible. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler, on va dire, par exemple, un sysadmin, ou voire même de la bureautique interne, en envoyant un CV piégé à des RH ou ce genre de choses, en fait, on va cibler plutôt des développeurs. Donc, on va cibler des comptes GitHub, de ce genre de choses, pour pouvoir aller toucher la prod. Et ça aussi, c'est peut-être un changement de paradigme. C'est que dans les anciennes infrastructures, on va dire, tu achètes des logiciels, tu cliques sur setup.msi et ça s'installe, et voilà. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui ont de la prod, ils vont plutôt faire beaucoup d'open source, travailler sur GitHub, déployer des clusters Kubernetes et ce genre de choses. Donc, en fait, le développeur devient une cible intéressante, et on le voit avec toutes les supply chain attaques qu'il y a aujourd'hui. C'est plus intéressant d'aller targeter un développeur que quelqu'un à la compta ou à la RH, quoi. Surtout avec l'infra as code, c'est lui qui a la main sur l'infra maintenant, même par exemple sur les ouvertures de flux, ça peut aller jusque là, donc oui, c'est une très très belle cible. Mais il ne faut pas oublier que en réalité, ça c'est une surface d'attaque ou des techniques qui se rajoutent à ce qui existait déjà. Parce que ce qui existait déjà, c'est toujours valide. C'est-à-dire que c'est toujours valide de compromettre un poste, d'aller vers les admins et ensuite d'aller compromettre ces personnes-là. On l'a aussi très bien vu avec Orion, qui sont allés, quand ils avaient compromis les AD, ils sont allés compromettre les serveurs ADFS
pour ensuite être capable de faire exactement ça, de contrôler la SSO par un autre moyen. Donc c'est aussi devenu de nouvelles cibles et en interne et en externe en réalité. Alors, tu parlais d'un outil par exemple pour aller capturer le second facteur du SSO. Est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui disponibles sur étagère et il y a un écosystème florissant des outils de Red Team? Est-ce qu'il y a le Metasploit de la Red Team? Est-ce qu'il y a des offres commerciales? Enfin, comment est-ce qu'on fait de la Red Team aujourd'hui? Est-ce qu'il faut développer tous ces outils ou est-ce qu'il y a beaucoup de... Enfin, tout le monde a évolué en même temps et finalement il y a encore beaucoup d'outils open source disponibles? Alors, il y a encore énormément d'outils open source pour ces attaques de phishing. En fait, moi j'utilise Murena par exemple pour ce type de proxy interactif et de phishing. Après, je crois qu'il y a Evil Jinx aussi qui permet de le faire. Ou donc, en gros, c'est des proxys. C'est des proxy web où tu fais juste que rerouter le trafic entre le poste utilisateur et ta cible. Donc ça, il y en a plusieurs qui sont sur étagère. Le seul truc qui peut changer, c'est que si tu utilises ces outils-là, en pentest, ça marche bien parce que tu n'as pas besoin de la détection, mais la plupart maintenant des outils fournissent des règles Yara pour pouvoir les détecter, Mimikatz le fait, plein de choses comme ça. Donc en gros, à chaque fois que tu utilises un outil open source, et que tu as un peu de temps devant toi et que tu dois faire une vraie opération Red Team, tu t'arranges à ce que tout ce qui est fait par défaut dans cet outil-là, tu le fais de différentes manières pour pas avoir être flagué par la règle de détection qui a été fournie par l'outil ou ce genre de choses. Bon, en fait, c'était un piège. Ma question, c'est est-ce qu'il faut acheter Cobalt Strike pour être un Red Teamer en 2021? En réalité, oui, parce que... C'est vraiment quand même un malware super. Faut dire ce qui est, que ce soit au niveau des fonctionnalités haut niveau pour les opérateurs, mais aussi au niveau du bas niveau, c'est-à-dire tous les différents types d'injections dans les process, tout ça. Enfin, sur du Windows, c'est quand même difficile à battre. Et il y a quand même une raison s'il y a tant d'APT qui s'intéressent à Cobalt Strike de nos jours. Bien sûr, parce que c'est aussi bien que ça et ça leur permet de pas être attribué en plus, donc c'est tout bénef. Mais oui, il faut dire ce qui est les outils, que ce soit les offres commerciales ou les outils disponibles sur étagère, sur GitHub, il y en a énormément et ils sont de très bonne qualité en général. Mais comment tu fais alors aussi des Red Team dans des environnements qui sont vraiment plus du tout classiques, comme des GAFA par exemple, comme dans ton employeur précédent, comment tu fais sur ce type de cible? En réalité, ça correspond à ce que Geoffrey a expliqué, c'est-à-dire que dans des réseaux un peu nouveaux, le plus important, ça devient le navigateur. Donc, on a toujours quand même ces techniques. Enfin, nous, en tout cas, on avait tendance à se concentrer sur essayer de compromettre un poste, parce que ça revient au même. Une fois qu'on a un poste, alors après, on peut forger nos tokens SSO, on peut attendre qu'ils s'identifient, et à ce moment-là, on prend leur nouveau token, etc. Donc, ça reste quand même le plus important, mais du coup, ça amène aussi des nouveaux outils, donc typiquement des extensions malveillantes pour les navigateurs, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas trop avant quand même, où c'était plutôt en réalité des logiciels malveillants, des adwares qui utilisent ce genre de choses-là. Donc il y a Cursed Chrome qui est un exemple de ça. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'on se tourne sur, que ce soit en mémoire ou sur le file system, on essaye vraiment de prendre contrôle du navigateur. C'est beaucoup plus important maintenant que ça l'était avant. Et puis, on parlait de phishing. Effectivement, aujourd'hui, avec U2F, le problème du phishing est résolu définitivement parce que tu n'as pas d'OTP ou de choses comme ça que tu peux taper dans un serveur malveillant. L'information, le second facteur, en fait, est le résultat d'un calcul par rapport à l'URL du site que tu es en train de visiter. Et donc, si ton URL est fausse, le résultat du calcul est faux et tu n'auras pas accès au système. Donc aujourd'hui... Si tu piques le jeton d'identification que tu as après l'authentification... Oui, mais ça veut dire que tu as déjà la main sur la machine et donc du coup tu peux faire ce que tu veux, tu peux injecter des process directement dans le navigateur. Par contre, ce que tu fais et qui ne résiste pas au phishing aujourd'hui, typiquement, c'est de demander des permissions hautes. Donc tu vas arriver sur une page d'accueil où on va te dire, voilà, l'application Trucmuche veut accéder à tout le contenu de votre calendrier, de votre mail et de votre drive.
Est-ce que vous acceptez ou pas? Et là, par contre, c'est juste un seul clic et tu donnes accès à tout. Et il n'y a pas de solution anti-phishing qui te protège de ça, à part, effectivement, de pouvoir dire dans ton interface d'administration, attention, je ne veux donner ces permissions étendues qu'à des applications que j'ai whitelistées dans mon magasin d'applications interne ou ce genre de choses. Mais si tu fais rien par défaut, le phishing OAuth, par exemple, a remplacé le phishing de login mot de passe. Donc il y a des techniques un peu orientées web qui permettent de s'en sortir quand tu vis dans un environnement qui est 100% web. Et typiquement, les extensions de navigateur, c'est très bien aussi, puisque c'est du JavaScript. Donc du coup, c'est nativement multiplateforme. Tu t'en fiches si le client final il tourne sous Mac ou sous Linux. Dans tous les cas, il pourra installer son extension. Ce qui m'amènerait peut-être à poser la question d'utilisation des nouveaux langages de programmation comme NIM ou Go, qui sont nativement multiplateformes, où tu peux écrire un code une fois et le faire tourner partout. Est-ce que ça fait du sens aujourd'hui de se tourner vers ces langages pour développer des backdoors, ou est-ce que c'est juste une curiosité d'APT? Ouais, c'est ce que nous on avait typiquement. Je pense que ça fait encore plus de sens pour une red team que pour une vraie APT, mais quelque chose comme Go, ça fait gagner beaucoup de temps pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est multiplateforme, mais en plus parce que la librairie standard nous permet d'implémenter des protocoles complexes avec du Diffie-Hellman, avec donc de la Perfect Forward Secrecy qui nous apportent beaucoup de garanties en fait à nos communications malware. Et en plus, c'est un peu polymorphique par défaut parce que le compilateur change si souvent. On a réutilisé le même malware en 2017 et en 2019, et la Blue Team nous dit on avait des signatures pour la première fois, mais il n'y a rien qui matchait. Donc ça, c'est quand même sympa aussi. Et quand même, c'était une chierie à reverser jusqu'à IDEA Pro 7.6, dont la feature majeure est d'ajouter le support de Go, ce qui a fait gagner beaucoup de temps aux reverseurs de malware. Au-delà de la performance, moi dans mon cas de figure, j'ai aussi migré tous mes outils en Go parce que je suis arrivé dans une entreprise où on était 100% Mac, et donc tous les outils PowerShell, machin et tout, ça n'avait plus du tout de sens. Et donc il a fallu que donc je suis pas un utilisateur Cobalt Strike parce que en fait ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans mon cas de figure, mais voilà, donc Go a énormément de sens. Et alors dans vos opérations Red Team, 0-day, N-day ou rien du tout? Oui, clairement, ça c'est quelque chose qui a changé aussi. C'est-à-dire qu'il a fallu commencer à s'orienter vers des vulnérabilités. Déjà parce qu'on voit quand même que les attaques sophistiquées, il n'y a pas que la NSA, de nos jours ça tourne quand même vraiment autour de ça. Donc N-day, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire sur des vulnérabilités importantes. On parlait de OAuth par exemple. Avant que Chrome implémente le site, l'isolation de site, nous c'est quelque chose qu'on faisait, c'est-à-dire essayer de surveiller les ND pour Chrome, et du coup on avait un code exec dans la sandbox et ça nous permet d'accepter des comptes OAuth par exemple. Ça, c'est le genre de choses qu'on pouvait faire à l'époque. Tu veux bien rappeler la différence entre 0D et ND? Donc ouais, 0D c'est des vulnérabilités qui sont pas encore reportées aux développeurs, et N-day c'est des vulnérabilités qui sont soit juste patchées, soit elles ont été corrigées dans les arbres de source, et du coup on peut s'en rendre compte avant en fait qu'elles arrivent dans les logiciels. Dans mon cas de figure, j'utilise pas mal les N-day pour challenger les équipes de patch management, et surtout ma Blue Team pour tout ce qui est mouvement latéral et autres. Donc je vais pas faire des campagnes totales, mais je vais gentiment pouvoir tester l'exploit dans mon coin et dès que je vois que ça n'a pas d'impact en prod, je vais la jouer en prod, et après je vais commencer à faire un peu de bruit et voir combien de temps ça va popper chez eux, et voir la réactivité. Et donc c'est plus une manière de toujours les laisser attentifs et d'avoir une investigation permanente de ce qui se passe sur notre réseau. Donc voilà, c'est toujours utile. Il y a NCC qui il y a 2-3 ans déjà a fait un article de blog là-dessus en disant qu'ils allaient commencer à avoir des auditeurs qui mettraient sur la recherche essentiellement pour les red teams, parce que ils se sont rendus compte que même en étant éthique, c'est-à-dire en rapportant la vulnérabilité directe, en réalité non seulement on a le temps d'exploiter pendant les red teams, mais en plus après on peut exploiter pendant les red teams chez les clients qui n'ont pas patché.
Il y a aussi une red team assez connue à Taïwan où l'un des chercheurs c'est Orange Tsai, c'est-à-dire donc qui a trouvé beaucoup de RCE qui en fait sont utilisés pour des engagements chez les clients. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui a vraiment changé. Après il y a aussi le facteur chance. En tout cas moi ça m'arrive très souvent. C'est sur des opérations comme ça, t'as toujours un moment où finalement tu tâtonnes un peu et t'as quand même un mec qui arrive à publier un exploit sur un truc qui t'est utile et tu peux l'utiliser directement à ce moment-là et t'as une petite fenêtre de tir. En général, on a un petit peu de chance aussi à ce niveau-là. Typiquement, si tu targetes Chrome, tu peux regarder les développements en cours. Tu peux déjà installer la version d'après, voire la version N+2 en test. Et donc, du coup, tu as plutôt intérêt à tester tes exploits sur la version N+1 ou N+2 et attendre qu'elle soit déployée comme version stable. Et du coup, là, tu as une fenêtre d'exploitation qui est assez large. Et c'est ce que font pas mal de gens. Je dirais même jusqu'à dire que j'ai vu des red teams faire ça, mais... Ou sinon tu fais comme tu vois dans certains articles des gens qui cherchent des vulnérabilités 0-day pour leur red team pure et voilà. Oui, après... mais ce que je veux dire là, c'est que un temps, si tu cherches des failles, en fait si tu vas cibler un navigateur, l'avantage c'est que tu as déjà accès à la version d'après qui deviendra on va dire la version générale dans 3 semaines, 6 semaines. Donc du coup, effectivement, ça vaut le coup de chercher des failles dans la version qui deviendra la version stable plus tard. Enfin, si tu as des failles dans Chrome ou iOS, enfin, tu fais pas des red teams, tu les revends, les vulnérabilités. Mais après, il y a plein d'autres produits qui sont très intéressants. Par exemple, dans les parseurs et tout ça, si tu as des failles que tu peux trouver ici et que tu peux essayer d'exploiter, je veux dire, tu peux les reporter et en même temps que tu les reportes, les jouer en interne. Et je veux dire, ça aide beaucoup. Moi, j'ai pas une pratique de la Red Team pour mettre à mal la Blue Team. On bosse vraiment super bien ensemble et l'idée, c'est vraiment d'augmenter la détection qu'on a chez nous. C'est pas du tout de dire je vous ai encore pawn, voilà, la IT ils ont pas patché, non, l'idée c'est de dire ça c'est sorti, comment je peux le jouer au sein de notre environnement et voir si on sait le détecter, parce que il n'y a pas photo, toutes les boîtes un jour ou l'autre se feront poutrer et donc faut mieux anticiper ça et le meilleur moyen de l'anticiper c'est de le jouer régulièrement et d'avoir une équipe Blue Team qui sait investiguer, qui sait travailler dans le stress, parce que quand tu joues une équipe de Red Team, moi j'ai eu des cas de figure où j'ai eu beaucoup de pression, même du leadership où ils me disaient non, ça va trop loin, les gens commencent à appeler le CEO de l'entreprise parce que le phishing il est trop voyant, machin. Je fais mais moi j'ai plus de 200 sessions là qui ont popé, non, j'arrête pas parce que il va bien comprendre que au moment le CEO que c'est grave et qu'il faut qu'on fasse de la sensibilisation pour nos utilisateurs et plein de choses comme ça. Là, c'est du Red Team interne. On dit au début, il faut peut-être le rappeler. On a beau parler de Red Team, offensif, etc. En fait, dans les faits, c'est du défensif. Ça a une vocation défensive. Dans la grande majorité des cas, le but des Red Teams, c'est d'aider les défenseurs, donc la Blue Team, les bleus, à progresser et à être capable de détecter plus de choses. Le fait de rentrer, de laisser aucune trace et après dire « Ah, je vous ai eu », ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est d'essayer de trouver des scénarios qui sont vraiment adaptés au contexte et d'aider les bleus à progresser, à mieux détecter. Ce que tu expliquais, Geoffrey, c'est du Red Team interne. Oui, moi, je pense que François, c'est pareil. La plupart des équipes Red Team sont souvent pour leur propre organisation. Mais le commanditaire, c'est le CEO ou c'est l'équipe Blue Team ? C'est le leadership, c'est même pas c'est le CEO, c'est tout le board qui va dire moi typiquement ce que j'aime faire c'est de demander à mon CISO d'aller demander la stratégie qu'ils vont avoir, quels sont les nouveaux produits qui vont sortir et targeter s'il y a des données que je peux sortir de ça avant que le produit sorte. Et ça m'aide à monter une attaque, par exemple un concurrent qui voudrait récupérer des données sur la manière dont nous on va faire des choses et de forger une attaque réelle qui va me permettre d'obtenir potentiellement des informations sur ce projet-là et avoir une compétitivité qui va être impactée. Donc, je veux dire, il
il y a jamais ce que je fais avec la Blue Team, c'est ce que j'ai dit avec des end days où de temps en temps je vais lancer une exploit parce que je sais qu'elle va pas impacter. J'ai récupéré un shell, j'ai commencé à passer quelques commandes et voir s'il me chope, mais ça je fais ça en 2 jours. Je veux dire, quand je monte une campagne de Red Team, c'est sur plusieurs mois, quoi. Je veux dire, j'ai 1 mois de préparation, j'ai à avoir 2 semaines pour l'exécuter. C'est des choses qui sont vachement planifiées, quoi. Et surtout il y a certaines personnes qui sont au courant, dont le leadership, parce que quand ça remonte, ça peut remonter très haut, et donc tout le monde peut commencer à s'affoler. S'il y a des leaks en disant ouais, on vient de se faire poutrer, ça commence à sortir dans tous les sens, ils vont dire non, vous inquiétez pas, c'est un truc interne, avant que la presse, tout ça, vous voyez, que tout se... mais voilà, tout ça c'est à prévoir, quoi. Tu peux pas t'amuser à t'essayes d'être le plus discret possible, mais t'as des personnes clés qui doivent être forcément au courant de ce qui se passe, quoi. Ouais, avant de prévenir la CNIL. Ça peut vite déraper. Hein. Ouais, la CNIL ou l'ANSSI, moi j'ai vu des Red Team déraper, ouais, ça peut... Ouais. Ouais, ça demande quand même une très grande maturité de l'organisation, il ne faut pas se mentir. Hein. Quand tu as ton CEO qui dit go pour aller fuiter les données secrètes du nouveau projet sur un serveur que tu as acheté en Bitcoin en Russie, bon, même s'il y a tout le chiffrement qui va bien, que tu envoies bien des rares chiffrés comme il faut, mais on voit, ça peut arriver dans des entreprises de moindre maturité de voir des red teams où c'est juste du pentest et le périmètre reste assez limité, et dès que ça dérape, ça s'arrête tout de suite, quoi. Et la restitution auprès de cette direction, elle se fait comment? Elle consiste en quoi? Alors moi j'ai la chance de travailler pour une société anglo-saxonne, donc les restitutions sont sont très... j'ai pas besoin de faire un rapport de 100 pages. Je passe plus de temps à faire une préparation claire avec eux, en leur disant voilà, ça c'est le prétexte que je vais utiliser quand je fais du phishing, ça c'est les moyens que je vais utiliser quand je vais targeter tel ou tel composant dans l'entreprise, ça c'est le type de personne, par exemple moi je scroll LinkedIn et je prends mes cibles à la roulette russe sur LinkedIn par rapport à mon entité. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est où ils ont communiqué sur LinkedIn, où ils ont communiqué autre part, et c'est ce qui m'a donné la puce à l'oreille pour pouvoir les targeter. Donc tout ça, c'est vachement important, mais la restitution, ça reste une heure, et je fais des slides et je leur dis voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est surtout le plan d'action next step avec la Blue Team qui est important. C'est pas la manière dont moi... je suis rentré, je veux dire, moi je suis rentré, mais ça va être éphémère, quoi. Je veux dire, ils vont patcher et puis voilà, où ils vont changer les routines et puis ça va être corrigé. Donc c'est plutôt la suite qui va être important. Et quand tu parles de LinkedIn, tu envisages d'utiliser des bases officiellement leakées sur Internet et de revoler des mots de passe utilisateurs pour tes red teams, ou là il y a une limite éthique et légale? Est-ce que tu utilises des leaks Alors... Oui et non. On est abonné comme plein d'entreprises sur dès qu'il y a un leak pour voir quels sont les emails qui sont impactés au sein de notre entreprise, et on a un truc automatisé où on demande automatiquement aux gens on les avertit déjà que leur compte a leaké et on leur demande de resetter leur mot de passe par défaut. Donc ça c'est un process qu'on a mis en place. Donc oui, je regarde forcément, et je regarde aussi si l'email revient plusieurs fois dans plusieurs leaks, si on a le même password. Bon bah là, je vais quand même me poser des questions sur le compte et pourquoi il est utilisé, et après, ouais. Mais au-delà de ça, je pense que la question de Nico, c'est la question que j'allais poser au même moment, c'est rigolo. C'est est-ce que vous allez jusqu'à aller sur tous les forums qui publient ce genre de choses, avoir des faux comptes et à suivre une espèce de veille qui est là, plus une veille sécu vulnérabilité, mais une veille vraiment de leaks pour ensuite les récupérer et potentiellement les utiliser pour vos opérations? Moi, je le fais parce que je considère que si des cybercriminels y ont accès, ça veut dire qu'ils peuvent les utiliser. Donc sur des red teams, entre guillemets, j'ai le droit de les utiliser. Nous, on faisait pas ça parce qu'il y a d'autres équipes qui en étaient responsables, à Google en tout cas. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est la veille pour les leaks de type clés de services, de comptes de services sur AWS ou sur d'autres clouds. Ça, c'est le genre de choses plutôt qu'on ciblait dans les leaks. Et est-ce qu'il y a du red team
fait en externe, des gens qui achètent un Red Team à un prestataire, et comment ça se passe? Ah oui, il y en a beaucoup, ça. Ouais. Mais ça a changé depuis 4 ans? Bah, ça, c'est un peu ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire que je pense que ça s'est professionnalisé au sens certification, au sens, on va dire, un framework un peu commun. Maintenant, il y en a qui font que ça, c'est-à-dire qu'ils font pas du tout de pentest. Il y a des boîtes qui font que ça, donc ils ont des gens qui font de la recherche, des gens qui font de l'OSINT, ils ont des opérateurs, ils ont des gens qui font le développement, des gens qui viennent avec les prétextes de phishing. Donc, il y en a quelques-unes qui sont comme ça, mais sinon, pour la majorité, je dirais que ça n'a pas énormément évolué, juste parce que c'est vachement court en fait, parce que ça coûte cher. C'est en général bien 3-4 auditeurs sur 2-3 semaines, donc c'est assez vite, assez cher, et en 2-3 semaines, on peut pas non plus sortir énormément du cadre, parce qu'il faut quand même couvrir les bases, quoi. Donc regarder le périmètre, etc. etc. Donc je pense que ça évolue un peu moins vite sur le petit échantillon que j'ai dans les red teams externes. Donc finalement, l'avenir, c'est aux équipes internes? Moi, j'y vois beaucoup de sens, parce que clairement, tu peux être au plus pro de la stratégie et tu peux vraiment anticiper ce qui est sensible par rapport à ce que ton board est en train de faire. Et donc, au lieu d'avoir au petit bonheur de la chance des intrusions et les mecs revendent « Ah tiens, j'ai un accès sur telle entité, est-ce que ça intéresse quelqu'un ?» Bah toi, tu peux déjà directement targeter ce qui est sensible pour eux et monter vraiment quelque chose de custom. Et plus ça va, plus les boîtes utilisent des choses internes qui sont custom. Et potentiellement, d'ici quelques années, il y aura les outils qui seront peut-être publics n'auront peut-être pas de sens dans beaucoup d'entreprises. Donc, tu seras obligé d'avoir ton propre outillage et voilà. Et ça peut avoir beaucoup de sens d'avoir une équipe en interne. Puis il y a aussi le fait que quand tu as une entreprise externe, elle est rémunérée au jour. Donc elle compte entre guillemets ses jours. Alors que l'intérêt d'une équipe interne, c'est que tu as moins cette notion d'un nombre de jours limité, donc tu peux dépenser beaucoup plus d'énergie sur ton opération et ça peut être vachement plus intéressant. Après, il y a 2 ans. Ah, vas-y. Après, il y a quand même, à mon avis, un vrai problème des équipes internes, et c'est quand même assez compliqué, c'est qu'on ne peut pas oublier ce qu'on connaît. Et moi qui aime vraiment qu'on essaie de coller le plus près aux attaquants, parce que je pense que c'est la seule manière d'avoir des IOC qui sont réalistes et du coup qu'on se focalise pas après en remédiation sur des choses qui vont pas arriver dans des vraies attaques. Et ben ça c'est compliqué quand même, parce que le plus longtemps on reste, le plus oui, on va pas faire ça parce qu'on sait que c'est détecté. Et donc ça, je pense que c'est un vrai problème qu'il faut gérer en interne en essayant d'apporter du sang frais d'une manière ou d'une autre. Il y a 2 ans, on a fait un épisode sur les Purple Team, et donc on parlait déjà à l'époque de la fusion entre Red Team et Blue Team et de la nécessaire synergie entre ces 2 équipes. C'est aussi un argument en faveur du fait que les équipes de Red Team doivent être internalisées, parce que l'équipe d'attaque et l'équipe de défense ne peuvent travailler ensemble sur la durée que s'ils partagent la machine à café. Si dans une relation contractuelle, c'est difficile de demander à la Red Team d'un prestataire d'aller travailler main dans la main avec un SIEM externalisé ou un SOC externalisé et de travailler ensemble en dehors de tout cadre contractuel. Bon, tu peux, parce qu'en général, tout le monde se connaît, tu bois des bières avec les gars le week-end, donc ça peut se faire quand même, hein, franchement. Tu buvais, maintenant avec le Covid, tu peux plus. C'est vrai. Et tu les bois à distance. Et si on refait un épisode dans 4 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui selon vous aura beaucoup évolué? Pour moi, je pense que aujourd'hui, on est encore vachement focalisé sur les laptops avec un CNC sur le laptop, mais je pense qu'on aura vraiment intérêt à se pencher un peu plus sur les smartphones, les tablettes et tout ça, parce que ça devient quand même un élément peu cher et qui suffit très amplement à la majorité des entreprises au lieu d'envoyer un laptop. Donc je pense qu'on va peut-être avoir des choses intéressantes à faire sur les mobiles en termes de Red Team et comment on pourrait devenir
persistant sur un mobile et continuer à pouler les mails des gens ou accéder à des applications, des données via les applications qu'ils utilisent. Alors compromettre un iPhone à jour ou un Android à jour ou un Chromebook, mais c'est extrêmement simple. C'est du phishing. Si tu arrives à convaincre l'utilisateur d'installer un provisioning profile sur son téléphone, il est c'est de l'ingénierie. Ouais, c'est de l'ingénierie sociale. T'es à deux. T'es plus sur de la pure technique, quoi. Tu dis à l'utilisateur, vous voulez tel logiciel gratuitement, ou voilà un clone de TutuApp ou tous ces Apple Store chinois où ils re-signent avec des certificats d'entreprise. Tu envoies ça à l'utilisateur, tu dis merci d'accepter le certificat, et après, une fois que tu as la gestion à distance de son téléphone via le MDM ou via un provisioning profile, son téléphone, il est fini, quoi. Ouais, mais encore une fois, tu es sur l'ingénierie sociale. C'est plus uniquement de la technique avec des techniques de compromission, d'exécution de code et autres. Tu sais que justement tu es très Vlad, focalisé sur cette partie Red Team technique, mais il y a beaucoup de déclinaisons de la Red Team. Je connais des entreprises aux US qui ont des Red Team dédiés pour l'IA, des teams dédiés pour d'autres types d'environnements au sein de leur entreprise, au niveau de leurs services. Et voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes procédures d'attaque, techniques d'attaque, tout ce que le TTP qu'on utilise pour Je sens bien que c'est pas ma spécialité. Hein. Moi, je suis plus sur la technique et que l'ingénierie sociale. Hein. Alors, justement, quand même, on voit de plus en plus les attaquants évoluer vers l'ingénierie sociale. Est-ce que c'est des méthodes que vous utilisez également ? C'est très compliqué pour moi. On est dans... En fait, je n'utilise pas parce qu'on est basé dans plein de pays différents et les lois sont complètement différentes. Et comme j'essaye d'avoir quelque chose d'homogène quand je fais une campagne et de pouvoir cibler n'importe qui, n'importe où, voilà, je me suis jamais posé à ça. Et des fois, voilà, un truc tout simple, par exemple, c'est de pouvoir... il y a eu une faille qui était marrante, un défaut de configuration dans le partage des agendas. Donc certaines personnes partageaient les agendas de manière open pour tout le monde, et donc en fait t'as juste à mettre le bon ID et tu récupères le bon ID, le bon email de la personne et tu récupères son agenda. Ce genre d'attaque, typiquement, tu peux avoir des rendez-vous qui sont privés et à toucher à la vie privée de la personne. Et donc, exploiter ça, c'est compliqué aussi. Donc, voilà, tu as toujours une limite entre... l'attaquant n'aura pas de limite, mais toi, tu restes quand même employé d'une entreprise et donc tu te dois de suivre les règles dans lesquelles ton entreprise évolue et dans lesquelles ton entreprise est basée. Donc voilà. Parce que sinon, la Red Team qui marche à tous les coups, si tu as une prestation que tu es payé 20 000 € pour faire une Red Team... T'appelles tous les sysadmins de la boîte et tu leur fais je vous donne 10 000 € si vous me donnez le mot de passe admin, et ça c'est garanti que ça marche. Hein. Donc et tu fais 50% de marge à la fin. Et pour le prix d'une pinte, ça marche aussi. Ok. Geoffrey, François, est-ce que vous souhaiteriez apporter le mot de la fin ? Ah, je crois que Hervé a encore une question. Si on veut entrer dans une équipe de Red Team, dans une grande entreprise très mature en cybersécurité, pour vous, quel est le parcours idéal ? Il faut commencer à faire pentester ou pas du tout ? Je pense que c'est mieux, en particulier, de mon point de vue, les gens qui ont fait du pentest d'infrastructure, ils partent quand même avec un peu d'avantage, mais c'est quand même pas les mêmes, skills et souvent, en plus, actuellement, les équipes cherchent des gens qui sont juniors, parce que ça reste quand même quelque chose qu'on apprend sur le tas assez bien. Donc, je pense que... Mais finalement, est-ce qu'un développeur Azure ou AWS est pas mieux armé ? Non, quand même. Je pense que ça reste... Il y a quand même beaucoup de spécifiques, que ce soit dans la mentalité de contourner un système, donc la mentalité d'attaquant classique, et ensuite dans évaluer le risque de chaque opération qu'on prend, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut manquer quand on est juste développeur. Ceci dit, avoir un développeur en consultant entre guillemets pour savoir quelles API utiliser, comment les utiliser, ça oui, tout à fait. Ouais. Je crois que la grosse différence, c'est quand tu es pentester, tu as des outils que tu vas utiliser partout chez tous tes clients. Tu as un set d'outils ou un set de techniques. Il y en a qui sont sur la désérialisation, il y en a qui sont plutôt sur les attaques
Active Directory de type Kerberos Sting et autres. Alors que quand tu es Red Teamer, en particulier Red Teamer dans une entreprise, en interne dans une entreprise, chaque attaque doit être différente. Tu vas pas refaire 5 fois la même attaque, ça n'apporte absolument rien en termes de détection de scénario. Donc du coup, tu dois vraiment beaucoup plus avoir un état d'esprit d'attaquant et de chercheur pour essayer de voir les failles partout où elles sont, et pas juste te contenter d'appliquer à l'infini une technique que tu as un %0,0 à la fin d'une page PHP pour aller voir un code source et récupérer un mot de passe. Ouais. Tu dois être beaucoup plus polyvalent dans ta manière d'attaquer les choses, ça c'est certain. Mais après, moi je considère pas que, surtout aujourd'hui, d'avoir des skills Active Directory, c'est pas ce qui te fera que tu seras un bon Red Teamer. Je veux dire, François l'a bien dit, il y a une mentalité, il y a un mindset à avoir pour faire de la Red Team qui est t'es vicieux. Quoi, je suis désolé de le dire, mais t'es vicieux, quoi. C'est vraiment ça. Tu fais des trucs, des fois, tu dis. Mais voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Ouais, mais moi je l'assume, hein, mais mes collègues me disent Geoffrey, là, t'es encore vicieux, quoi. Pourquoi tu nous as fait un truc comme ça c'est pas faire. Ça fait quoi, je veux dire. L'attaquant ne le saura pas, l'attaquant il a aucun scrupule, donc je veux dire, quand t'es Red Teamer, c'est pareil. Est-ce que tu attaques tes collègues à qui tu prends un café quand t'es Red Teamer, tu leur envoies aussi un phishing ou pas, eux? Ouais, il n'y a pas de copain, hein, c'est ta mission, faut que tu rentres, quoi. Donc je veux dire. Surtout que c'est pour leur bien. Voilà, donc ouais, voilà. Désolé. Et puis, il faut aussi être rigoureux. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup aux pentesters. Enfin, je veux dire, le nombre de pentesters qui ont un script marqué tmp.py sur leur bureau et qui savent plus qu'il y a dedans. Quand tu fais de la Red Team, tu n'as souvent qu'une seule chance de récupérer un login. Donc, il faut que ton truc il soit testé. Il faut que tes outils ils soient tous dans des CI/CD, que tu aies des chaînes du test de régression, etc. Enfin, tu peux pas te permettre d'échouer parce que souvent, tu vas avoir une seule chance. Et même quand tu as tout testé, il y a toujours un moment où ça marche pas et tu sais pas pourquoi. Regarde Pawn to Own, les mecs viennent pour gagner 200 000 balles. Et ils arrivent quand même à avoir des exploits qui ne marchent pas à la fin parce qu'il y a un cas qu'ils n'avaient pas prévu dans l'installation par défaut. Par exemple, le fait que la machine n'était en fait pas connectée au réseau et du coup l'interface virtuelle n'est pas montée ou je ne sais pas quoi. Donc, Red Teamer, c'est vraiment une mentalité où tu testes, tu es rigoureux, tu as des développeurs qui commentent le code, etc. quoi. Ouais, ça 100%. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens qui commencent. On leur montre un exploit où on a reçu une proof of concept qui fait 100 lignes. Quand nous, on le sort en Red Team, le truc, il fait 1500 lignes parce que on check toutes les conditions d'erreur, on fait vraiment aucune hypothèse sur l'environnement dans lequel on tourne, etc., etc. Donc ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, on se rend pas compte du temps que ça prend aux vrais attaquants. Orion, encore une fois, s'ils ont mis autant de temps, c'est parce que ils étaient super rigoureux à utiliser même pas les mêmes credentials pour les différentes entreprises, etc. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, ouais. On le voit de plus en plus, il y a énormément de gens qui publient des infrastructures de Red Team, donc via Terraform et tout ça. Moi, une simple infrastructure de phishing, c'est ultra compliqué, quoi. Entre j'ai toujours 1 ou 2 domaines d'avance au cas où je m'en fais cramer un. Je veux dire, tu vas pas à la fleur au fusil, quoi. Je veux dire, sinon c'est pas possible, quoi. Ça marchera jamais, quoi. Faut vraiment être rigoureux, tester ton truc, être sûr et puis anticiper, toujours anticiper un truc qui va merder pour avoir une petite porte. Ça me semble être une bonne conclusion, mais est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose en mot de la fin? Je vais peut-être être un peu feignant aussi, c'est bien parce que ça nous force à aller au plus court. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, surtout sur des infrastructures éclatées et énormes comme on a aujourd'hui. Ok, Geoffrey, François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vladimir, oui, c'est l'heure de la minute fail. Et oui, alors je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais ce n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier quelques éléments. Donc dans le cadre d'une Red Team, qui avait pour objectif de copier en gros le mode de fonctionnement d'un groupe de cybercriminels qui chercherait à faire du rançonnage et tester également l'équipe de détection d'intrusion. Donc dans ce cadre-là, pour éviter tout débordement avec le client, donc il nous avait demandé de rentrer dans son SI et il nous avait donné 2 adresses IP de 2 contrôleurs de domaine, donc c'est l'environnement Windows, Microsoft, sur lesquels on devait trouver un répertoire contenant des faux fichiers que l'on devait chiffrer.
Donc nous avions comme contrainte en fait de devoir rentrer dans le SI, chiffrer ce faux répertoire en moins de 2 heures, après le début de l'intrusion. Donc il y avait cette contrainte forte pour vraiment simuler les attaques récentes, et cette contrainte est vraiment importante pour comprendre la suite. Donc nous démarrons par une classique cartographie. Donc le client nous avait déclaré sa classe C pour gagner du temps. Donc dans cette classe C, nous avons trouvé une passerelle VPN SSL dont la marque est connue pour être une passoire de sécurité. Celle-ci, en plus, coup de bol, n'était pas à jour, donc vulnérable à une prise de contrôle à distance. Donc là, on démarre le chronomètre, on commence la compromission. Sur la passerelle VPN SSL, donc on prend la main. Là, nous identifions un groupe, plutôt un royaume, qui laissait présager des accès plutôt intéressants sur le système d'information. Donc là, nous ajoutons un compte dans ce royaume-là, avec une authentification simple, encore une fois pour gagner du temps, parce qu'il fallait avancer. Et donc là, pas de temps à perdre, ça faisait déjà à peu près 15 minutes qu'on était dessus. Donc nous montons le VPN, nous rentrons dedans. Nous commençons par du Kerberos hosting pour être sûr de trouver quelque chose. Là, nous recevons plein de réponses et commençons à lancer aussi un cassage des condensats récupérés avec une machine dédiée en parallèle. Donc les premiers résultats commencent à tomber assez vite, avec en particulier un compte à fort privilège qui nous intéresse. Donc nous décidons d'utiliser ce compte pour nous connecter au contrôleur de domaine. Mais les adresses IP fournies par le client ne répondent pas, elles pingent pas. Donc ça aurait dû être notre première alerte. Donc nous listons les contrôleurs de domaine sur le système d'information et nous trouvons 2 contrôleurs de domaine, juste 2 pour cette entreprise pourtant d'une taille assez conséquente. Donc ça aurait dû être notre deuxième alerte, mais le temps nous pressait. Donc le client nous a donné 2 adresses IP, nous trouvons 2 contrôleurs de domaine, on s'est dit go. Par contre, la connexion était hyper lente, il y avait une latence de fou, et ça on n'arrivait pas à comprendre, et pourtant on était en France avec de la fibre, le client avait des infras en France, ça aurait dû être notre 3e alerte, mais bon, nous continuons. Donc nous cherchons à nous connecter sur le contrôleur de domaine. Comme il fallait laisser de la trace pour les bleus, pour le SOC, donc on s'est connecté en RDP pour laisser quelques traces rigolotes, en WMI avec du PSExec, plein de choses comme ça, histoire de le laisser sonner quelques alertes. Donc en parallèle, un collègue qui est avec moi sur le SI me remonte que le nom de la forêt est assez étrange, car vraiment sans aucun rapport avec le nom du client. Mais en fait c'était un nom technique genre abc.local. Donc en fait on s'est dit que ça pouvait arriver, on n'était pas sûr que ce soit le nom interne, mais voilà. Donc puis le temps pressait, donc il fallait continuer. Ça aurait dû être la 4e alerte. Donc nous arrivons à nous connecter sur le premier contrôleur de domaine, pas à jour. Donc là très rapidement une élévation de privilèges trouvée sur GitHub et bim, nous sommes système sur le contrôleur de domaine. Le temps passe très vite parce que là ça fait 45 minutes que nous sommes rentrés et nous devons vraiment chiffrer ce fameux répertoire que nous ne trouvons pas. Nous cherchons en vain. Pas sur le disque C, pas sur le D, donc nous cherchons le nom de répertoire partout, sur les partages, rien. Donc comme il fallait laisser une trace, donc nous écrivons un fichier TXT à la racine du contrôleur de domaine avec, j'ai mis coucou bisous de la part de la Red Team, et puis nous décidons d'appeler le client. Donc nous lui exposons la situation, nous lui expliquons que nous n'avons pas trouvé ces contrôleurs de domaine, mais que vu qu'il y en avait 2, nous avons pris le premier, et alors là, sa réaction au début ça a été de rigoler, en disant qu'on était vraiment trop nuls, qu'il ne comprenait pas comment est-ce qu'on n'avait pas fait pour trouver ces 2 contrôleurs de domaine, parce que il en avait plus de 20 et qu'on n'avait trouvé que 2. Et en plus, sur le moment, il testait avec son PC, il disait si, là je suis en train de pinguer mes contrôleurs de domaine, ils pingent très bien, donc je comprends pas. Alors là, j'avoue, j'ai une sorte de petit frisson de frayeur, un instant de lucidité mélangé de panique. Je me suis dit, mais chez qui on était ? Donc là, nous vérifions l'adresse IP de la passerelle VPN SSL, elle appartient bien au client, on valide avec lui, il confirme, c'est bien ma classe C, cette IP, elle m'appartient bien. Mais il me dit, mais par contre, moi, j'ai pas de VPN SSL. Ok, très bien. L'IP d'avant, c'est un des sites web du client, l'IP d'après, c'est aussi un site web du client, donc l'IP, c'est vraiment la sienne. Donc là, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension. Et alors, donc, depuis le contrôleur de domaine, comme nous avions à la main dessus, nous décidons de faire un ping juste pour sortir un paquet sur une de nos machines de contrôle. Et là, quand j'ai vu l'IP, j'ai tout de suite compris, car j'avais déjà fait la même erreur il y a très très longtemps dans une vie passée chez un hébergeur et opérateur télécom. J'avais fait exactement la même erreur, donc j'ai demandé au client tout de suite de convoquer la personne qui s'occupait de ces firewalls, qui est venue et qui m'a confirmé. En fait, cette entreprise a des firewalls qui ne fonctionnent pas par zone de sécurité.
par DMZ. Et donc en fait, il y a une personne qui avait mis en place une règle de translation avec une IP du genre 192.168, mais qui s'est trompé d'un chiffre, ce qui fait que le firewall faisait une translation vers Internet, faisait un pont entre nous d'Internet, le firewall, et une IP qui était au Brésil. Donc on n'était pas hyper serein, il faisait encore nuit là-bas, donc on a essayé de trouver un maximum de contacts sur cette entreprise, nous avons identifié, nous les avons harcelés jusqu'à ce que finalement quelqu'un nous réponde, nous lui avons expliqué la situation, on s'est répandu en excuses, mais les personnes étaient plutôt compréhensives, surtout qu'en plus ça leur faisait un pentest gratuit, ce qui était plutôt cool, et les personnes ont plutôt bien pris et ça s'est bien terminé. Donc Non mais le responsable c'est le mec qui a fait une traduction dans son firewall avec une mauvaise adresse. Je vais pas citer la marque de firewall, mais c'est un truc assez classique, c'est que le problème c'est que quand tu fais une translation, t'as pas l'histoire de zoning, donc si tu te gourres d'adresse IP, ça part n'importe où. Et fail aussi vis-à-vis de la translation, parce qu'en fait ça avait été demandé par un métier 2 mois avant, en urgence, un truc hyper urgent, et ils l'ont jamais testé. Voilà. Fail. Je t'avouerais que quand le client m'a dit « Mais j'ai pas de VPN SSL, moi !» Ah, je me dis « Putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et alors, Nico, t'avais pas un fail, toi aussi, non ? Qu'est-ce qu'il y en avait un autre ? Ah oui, alors moi j'ai un mini-fail beaucoup plus court que le tien, mais comme on parlait de end-day dans les browsers, il y a quand même une étape ultime qui est d'aller introduire toi-même la faille pour ensuite l'exploiter. Et il y a eu plusieurs cas de ça. Il y en a un précis, par exemple, dans le bug tracker de Mozilla, le bug 1 618 257, où le gars dit attention, Firefox n'a pas un comportement cohérent vis-à-vis du cache, donc il ne load pas le favicon à partir du cache, il le load toujours depuis Internet, même si l'icône est en cache. Et donc Firefox a corrigé le bug, et du coup après il a pu sortir son papier sur le fait que les navigateurs permettaient le tracking via des time attacks sur le cache et des choses comme ça, qui n'étaient pas exploitables tant que Mozilla n'avait pas poussé en prod sa nouvelle version du navigateur. C'est pas vraiment un fail, mais c'est l'étape ultime du ND, quoi. C'est beau. Joli. Bon, Geoffrey, François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Vladimir, merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.